Et si quelqu'un justement serait amené à commencer le cyclisme un petit peu en loisir, Mm. qu'est-ce qu'il lui faudrait comme équipement? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ouais. Alors, pour commencer un loisir, par contre, il n'y a pas besoin de mettre un 6005. Je trouve que l'idéal en termes de budget, il faudrait compter entre 2000 et 3000 euros pour avoir un bon vélo qui peut supporter un bon volume d'entraînement. Après, ça dépend de la pratique de la personne, mais une personne, je parle, qui veut vraiment se mettre sérieusement au vélo et qui veut progresser sur les années, le vélo de base à avoir, ça serait entre 2000 et 3000 euros. Donc c'est tout de même un budget, mais honnêtement, ça les vaut. En fait, acheter un vélo, pour moi, c'est tu achètes une expérience de vie parce que tu prends tellement de plaisir à rouler, tu découvres des paysages. C'est pas simplement un objet, c'est un objet qui te permet de vivre des expériences. Donc pour moi, acheter un vélo, tu achètes une expérience de vie en réalité. Donc ça les vaut complètement, je trouve. Moi, j'allais te poser la question, mais c'était ça un petit peu pourquoi faire du vélo? Voilà, t'as un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux développer par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en tires, toi, quand tu pratiquais ce sport et qu'est-ce qui t'a poussé justement à être consistant sur ces Mm. années? Quels sont les bénéfices, quoi, pour toi? Moi, ce que j'ai adoré avec le vélo, c'est la notion d'exploration. Donc, c'est-à-dire que tu me poses n'importe où sur la carte. Grâce à mon vélo, ben, je peux explorer, je peux découvrir de nouvelles routes. Donc, tu vois de magnifiques paysages. Même, tu as une sensation de vitesse dans les descentes. Voilà, tu as l'écoulement de l'air. Tu t'amuses à prendre des belles trajectoires, etc. Donc, c'est très agréable. Même, j'adore l'effort, tout simplement. Moi, j'adore faire des efforts, que ça soit en course à pied ou sur le vélo. Je trouve ça génial. Par exemple, monter un col dans les Pyrénées, dans les Alpes. Faire de gros efforts en côte. Là, j'aurais du mal à t'expliquer pourquoi, mais Ouais. j'adore la sensation tout simplement. Et de base, je faisais du VTT. Le VTT, c'est encore mieux parce que t'es dans des chemins. Donc les descentes, c'est excellent les sensations. Tu peux faire des sauts, tu peux sauter des marches. C'est trop agréable. Franchement, le VTT, c'est mon activité coup de cœur vraiment après. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi, du coup, tu en pratiques plus trop aujourd'hui? Ben, le VTT, là, par contre, ça demande beaucoup de temps à investir sur la gestion du matériel, l'entretien. Tu t'exposes aussi à des risques de chute, ce qui peut vraiment entacher sur mon travail si par exemple je me casse un bras, si je me casse quelque chose, une clavicule, etc. Mais après c'est différent du vélo route. Le vélo route j'adore aussi. Sur le vélo route on aura plus de sensations de vitesse par exemple sur le plat, etc. En fait j'adore les deux, mais ouais au final j'adore les deux. Ça serait difficile pour moi de faire un choix. C'est vrai. Ouais, mais j'encourage vraiment les auditeurs à essayer le vélo. Je trouve ça formidable comme sport. Ok, ouais, bah c'est vrai que moi, c'est un sport que j'ai jamais, ça m'est même jamais, tu vois, passé à l'esprit parce que je sais pas, voilà, dans mon environnement, je connaissais personne Mm. qui pratiquait vraiment ce sport. Si quelqu'un voudrait se lancer, quels seraient les conseils que tu lui donnerais justement sur peut-être comment structurer sa pratique, son entraînement, Mm. etc. Voilà, comment on se lancerait de la bonne manière, tu vois, dans ce sport. Ouais. Alors, la première étape, ça serait, je pense, d'être réaliste sur ses capacités et de pas essayer. euh, je- Après, ça serait peut-être un conseil qui s'applique à une personne qui est vraiment désireuse de progresser dès le début. Mhm. Il faut vraiment pas griller les étapes et je lui dirais d'être vraiment régulier de semaine en semaine. Donc ça, c'est un conseil un peu de base, mais qui est très important, de viser par exemple un volume hebdomadaire, donc combien d'heures il peut faire chaque semaine, mais d'être raisonnable dans un premier temps, par exemple de cibler, je sais pas, s'il débute vraiment 3 heures de vélo, 3-4 heures, à répartir dans sa semaine, mais après il faut qu'il s'y tienne chaque semaine de passer ces 4 heures. Il faut pas se dire, cette semaine je fais 4 heures, la semaine d'après je fais rien, la semaine d'après je reviens à 2, ça marche pas comme ça. L'un des meilleurs conseils, c'est d'être régulier de semaine en semaine et de toujours faire le même volume. Donc commencer à 4 heures, après pourquoi pas 4 heures et demie, 5 heures, et monter petit à petit et se laisser vraiment le temps pour monter en volume. Après, sur le contenu des séances en elles-mêmes, pour un débutant, euh, je lui dirais de pas forcément respecter une allure cible, mais plutôt vraiment de prendre du plaisir, éviter de rouler trop fort constamment, parce que le problème des débutants, c'est valable en course à pied. Sur chaque sortie, ils vont essayer de battre le record, de rouler toujours plus vite, de courir toujours plus vite, et c'est pas forcément le cas. Je leur dirais de rester plutôt à basse intensité, d'avoir une allure qu'ils peuvent tenir tout en discutant, par exemple, s'ils font une sortie de groupe, être capable de discuter, ne pas sentir de grosses douleurs dans les jambes. Il n'y a pas besoin de sentir de douleur pour progresser, mais de temps en temps, par exemple, dans les côtes, ils peuvent s'amuser à produire des efforts plus élevés. Donc, au lieu de rouler toujours à la même vitesse et essayer de maintenir une allure élevée sur toutes ses sorties, battre le record de vitesse, je dirais de polariser en quelque sorte ses sorties avec des phases où il pédale vraiment facilement, il est capable de discuter, et des phases où il se fait plaisir en côte, par exemple, où il essaye de monter à fond à une intensité plus élevée.
Donc, oublier l'intensité du milieu et plutôt soit s'entraîner facilement, soit s'entraîner vraiment à haute intensité. Ça serait le conseil que je pourrais donner à un débutant. Est-ce que le changement de l'intensité, par exemple, pourrait permettre, tu vois, de faire des espèces d'arbitrage au niveau du temps de pratique? Disons que si de base je voulais m'entraîner, voilà, 3 heures par semaine, est-ce que si, par exemple, bah, je vais plutôt pratiquer, voilà, une sortie à haute intensité, du coup, je peux m'entraîner moins longtemps ou ça se passe pas comme ça? Non, non, non. Ça se passe pas comme ça. Justement, le volume, il doit pas bouger, qu'importe le contenu de ta semaine. En fait, une sortie intense ne va pas remplacer du volume. Le volume à basse intensité et les sorties intenses, en fait, elles fonctionnent en interaction. C'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux en même temps dans les semaines. Et c'est la combinaison entre des longues sorties à basse intensité et des sorties courtes, plus courtes à haute intensité, qui va induire des progrès. Parce qu'en fait, sur une sortie, on va dire sur une sortie longue à basse intensité, tu vas notamment mettre plus l'accent sur l'amélioration de ton métabolisme, sur l'amélioration de tes filières énergétiques. Les filières énergétiques, c'est ce qui permet de convertir l'énergie qu'il y a, par exemple, dans ton alimentation, les glucides et les lipides en ATP. L'ATP, c'est ce qui permet la contraction musculaire. Donc, tu vas plutôt améliorer tes filières, on va dire, à basse intensité. Là, je fais de gros raccourcis, mais c'est l'idée. Et si tu vas à haute intensité, tu vas beaucoup plus impacter ton cœur, par exemple, et impacter tes muscles d'une manière différente. Mais en fait, en quelque sorte, tu travailles pas tout à fait de la même manière en étant à basse et haute intensité. Et dans ton entraînement, tu es obligé d'avoir les deux stimuli si tu veux progresser. Tu peux pas, si tu fais que la haute intensité, il va forcément t'en manquer. Tu es obligé de faire les deux. Ok. Quand on parle de progresser, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est justement faire plus vite la même distance ou par exemple rouler, enfin pouvoir tenir plus de temps, plus de volume? Ouais, mais tu peux le voir sur les deux axes. Donc la performance en cyclisme, c'est vraiment la vitesse. Améliorer sa performance, c'est être capable de rouler plus rapidement sur une durée donnée ou de rouler plus longtemps à une vitesse donnée. Donc du coup, c'est dans les deux sens. Donc être capable de rouler plus longtemps ou être capable de rouler plus vite. Mais après, moi en tant qu'entraîneur, ce que je regarde, c'est surtout la performance physique avec la puissance. Et on va regarder, par exemple, le but, du coup, la progression la caractérise par une augmentation de la puissance sur une durée donnée ou augmenter la durée sur une puissance donnée. Et en augmentant la puissance, forcément, la vitesse sera améliorée derrière. Ok, ouais, bah, je comprends bien. Je fais un petit peu les parallèles avec la musculation dans ma tête parce que voilà, c'est, on va dire la pratique pour laquelle j'ai un peu plus de connaissances. Mais ouais, c'est vrai que on peut jouer ainsi aussi pour les deux axes, tu vois, c'est-à-dire soit tu vas augmenter le poids pour justement réduire le nombre de répétitions, ou soit tu vois, tu peux faire un volume équivalent en augmentant le nombre de répétitions, mais tu vois, en baissant le poids. Ouais. Et si tu arrives à progresser d'une ou des autres manières, en attendant, tu progresses, quoi. Mais tu vois, pour faire le parallèle avec la musculation est très bon. Par exemple, la puissance en watts, ça serait la charge en kilogrammes sur une séance. C'est vraiment une charge externe, la puissance. Et la durée, ça serait le nombre de répétitions. Donc, c'est un peu ça l'équivalence. Mais à la différence, en musculation, t'as pas besoin de capacité à basse intensité. C'est le cas en cyclisme. En cyclisme, par exemple, sur une course, tu dois être capable de pédaler 4 heures à basse intensité. Et tu dois finir par une ascension de col, par exemple, où tu vas devoir monter à haute intensité. Donc ça, c'est aussi pour expliquer la notion de basse et haute intensité. Tu dois être capable d'être endurant, de tenir longtemps à basse intensité pour être capable de faire la différence à la fin à haute intensité. Parce qu'un cycliste qui s'entraîne tout le temps à haute intensité, il sera capable de monter le col très fort, mais pas après 4 heures de vélo. Après 4 heures de vélo, il sera épuisé, il sera pas capable. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de la combinaison des deux. D'accord. Et comment on détermine cette intensité? Est-ce que c'est dans la tête? Enfin, comment on la détermine? Mais vu qu'on se passe sur la puissance, oui. je leur propose des tests de puissance. Et grâce à ces tests de puissance, je peux déterminer des zones d'entraînement. Donc, par exemple, de X watts à X watts, ça sera la basse intensité. De X watts à X watts, ça sera de la moyenne intensité. Et de X watts à X watts, ça sera la haute intensité. Donc, en fait, il y a 3 domaines d'intensité différents. Et après, dans ces domaines, on peut préciser des zones un peu plus précises en fonction des exercices qu'on veut. Il y a également les zones de fréquence cardiaque. On peut s'entraîner sans la puissance et se concentrer que sur la fréquence cardiaque. L'idéal est d'avoir les deux. L'avantage de la fréquence cardiaque, c'est que ça nous indique la manière à laquelle notre corps réagit à l'effort. Donc pareil, on a des zones de fréquence cardiaque qui sont étalonnées sur notre fréquence cardiaque maximale. Ok. Justement, moi, je suis tombé
dans ma vie, voilà, sur, enfin, j'en ai appris un petit peu sur les zones de fréquence cardiaque, plutôt dans un aspect santé. Est-ce que toi, c'est aussi quelque chose qui t'a motivé à pratiquer ces sports ou c'est un bonus plutôt? Sur l'aspect santé? Ouais, c'est-à-dire, tu vois, en général, par exemple, quand on parle de zone 2, moi, je l'ai appris, tu vois, justement, par Peter Attia que tu connais aussi. Tu vois, il conseille, je crois, 150 minutes de zone 2 par semaine pour, voilà, on va dire, réduire un maximum les risques cardiovasculaires, etc. Ah oui, c'est sûr que l'aspect santé des sports d'endurance, il est bon pour en parler si tu veux. C'est vraiment très important. Mais moi, dans mon cas personnel, j'ai jamais pensé à la santé parce que pour moi, le sport n'a jamais été une question. J'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Et le vélo, je l'ai pas fait pour la santé, je l'ai fait vraiment pour la performance. Mais forcément, la santé suit derrière et c'est un aspect qui peut être très intéressant pour des personnes. Enfin, ça peut être un gros motivateur pour les personnes qui veulent commencer le vélo ou les sports d'endurance parce que l'impact sur la santé est formidable. Ok. Et du coup, par exemple, enfin, dis-moi, tu voulais développer justement sur l'aspect santé. Bah, je t'en prie, dis-moi un petit peu ce que tu voulais rajouter par rapport à ça. Bref, en fait, ça va. Le problème, par exemple, c'est que aujourd'hui, je trouve que la musculation a été beaucoup mise en avant pendant une longue période. Mais en fait, ça va. Oui, certes, vous allez augmenter votre masse musculaire, augmenter votre force, ce qui est très intéressant. Mais ça reste une couche superficielle et on voit pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et même chez des personnes très musclées, ils peuvent être déficients au niveau cardiaque et au niveau métabolique. Et l'entraînement d'endurance va venir améliorer votre métabolisme, améliorer votre système cardiovasculaire et l'impact sur la santé est énorme en fait. Vous aurez un cœur plus performant, mais surtout au niveau du métabolisme, vous serez capable d'utiliser plus de graisse, plus de lipides. Vous aurez une meilleure flexibilité métabolique, c'est-à-dire que vous allez être mieux, votre corps va mieux traiter les différents substrats énergétiques, mais aussi quelque chose qui est intéressant, par exemple les personnes qui veulent perdre du poids, elles vont simplement se concentrer peut-être sur l'alimentation, mais ce qui est pas souvent cité, c'est que en améliorant ses performances physiques, c'est-à-dire qu'on sera capable de brûler plus de calories. Par exemple, un cycliste du Tour de France, il va être capable de maintenir, on va dire, une puissance de 400 watts sur une heure. Donc 400 watts sur une heure, ça représente en termes de calories, je vais pas réussir à faire le calcul de tête, mais ça représente ça représente une dépense énergétique énorme. Alors par exemple, qu'une personne sédentaire qui peut être en surpoids, si on lui demande de faire une heure un effort maximal, elle sera capable de brûler très peu de calories parce que son corps n'est pas performant. C'est-à-dire que son corps n'est pas capable de traiter suffisamment, de prendre suffisamment d'acides gras. Donc en fait, pour un même effort en termes de perception, la personne en surpoids et sédentaire va griller va griller quasiment pas de calories. Alors que le cycliste surentraîné, alors lui, ça sera une usine à griller des calories, par exemple. Donc aussi dans le fait de perdre du poids, ça peut grandement faciliter ce phénomène. Bah, c'est super intéressant.